On a parlé de ces 17, bientôt 18 médailles en 4 jours. C'est un record pour les Français. Paul Melun, Raphaël Stainville, que vous inspirent ces images que vous voyez depuis 3 jours, ces performances des Bleus, ces réjouissances des Français spectateurs? La magie est là, nous y sommes, et c'est un pays uni qui en avait besoin peut-être. Oui, incontestablement. Je crois que les Français, après plusieurs semaines d'une actualité qui a été occupée presque exclusivement par la politique, avaient hâte de passer à autre chose, d'autant plus que le dénouement finalement de cette séquence politique s'est terminé dans une sorte de confusion encore plus grande que la séquence initiale. Donc oui, ces Jeux Olympiques, je ne sais pas s'ils étaient attendus, en tout cas ils arrivent dans l'été comme une bénédiction pour beaucoup de Français qui trouvent le moyen là de se sortir les idées. Et puis surtout, cette délégation française, elle est assez incroyable dans ses efforts, dans ses exploits aussi. Il y a beaucoup de choses extrêmement belles jusqu'à il y a quelques instants. Cette équipe de France de basket qui, à 16 secondes de la fin, était encore menée par une surprenante équipe du Japon. Et puis finalement, jusqu'au bout, après avoir arraché une prolongation, ils sont parvenus à l'emporter. C'est plein de récits comme ça qui sont oui, autant de raisons d'un bol d'air frais. Il n'est peut-être pas fan des sports à l'année, je ne sais pas, mais est-ce que vous aussi, vous vous êtes fait embarquer par cette folie Jeux Olympiques, Paul Melun? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous avez vu des moments de gloire, des larmes, des séquences Oui, je suis aussi beaucoup. Alors, je sais que notre ami Raphaël Stainville, lui, est très enthousiaste et n'en manque pas une épreuve. Moi, je suis peut-être un petit peu moins assidu que lui. En revanche, ce que j'observe, et là aussi, c'est un peu comme ce qu'on disait sur la croissance, parce que j'aime bien me réjouir quand mon pays est heureux. Et je trouve effectivement cette période, pour tout dire, assez enthousiasmante. J'aime assez les périodes où la France reçoit le monde. Et c'est peut-être ce qui m'a le plus plu dans cette cérémonie d'ouverture, malgré les critiques que j'ai pu formuler sur quelques éléments, c'est que globalement, voir ce cortège de bateaux sur la Seine, avec toutes ces délégations, avec ces visages, à la fois les visages d'ailleurs des délégations et les visages du public, ça donne une forme de communion, de sacralité qui est très plaisante. Et c'est pour ça que j'adore ces événements où le monde entier a les yeux braqués sur la France et sur Paris. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aimerais bien, entre parenthèses, renouer avec la tradition des expositions universelles, parce que là en plus il peut en rester quelque chose au plan architectural, comme par exemple la Tour Eiffel en 1889. Mais en tout cas, je pense que toute cette ferveur, ce public qui est au rendez-vous, ça doit aussi probablement porter la délégation française et nos sportifs. Et je crois qu'en comparaison, mais je parle aussi sous le contrôle de Raphaël, en comparaison, le nombre de médailles obtenues par la France à l'heure à laquelle on nous parle est beaucoup plus élevé que sur les derniers Jeux Olympiques jusqu'à Sydney, quoi. Oui. Donc effectivement, ça prouve bien qu'il y a un effet ferveur populaire, même si je crois savoir que les sportifs de haut niveau évoluent aussi dans une bulle et ont un mental extraordinaire d'acier, et qu'ils ne regardent pas forcément ce qui se passe autour. Mais je suis sûr que ça les porte quand même dans leur réussite, et que les succès, on les doit aussi à cette ferveur populaire. Alors peut-être effectivement que les succès sont dus à le fait qu'on joue à la maison, à domicile, ça doit les porter, cet enthousiasme, mais le fait que la France soit forte en judo, soit forte en VTT, soit forte en escrime, soit présente dans tellement de sports, ça montre qu'il y a un bon maillage à l'origine, puisque ça vient des premières strates. Ces grands sportifs, ces grands champions que l'on voit aujourd'hui, ont commencé dans des petits clubs en France, qui sont peut-être l'un des premiers maillages d'une vaste France sportive que l'on ne redoute pas peut-être, mais qui finalement est redoutable. Oui, vous avez raison. Et puis il y a aussi le fait que ces champions d'aujourd'hui, ils ont pu rêver 10, 15, 20 ans devant les exploits d'autres champions qui leur ont donné envie de s'emparer d'une discipline. Et c'est comme ça aussi que se créent des générations de champions. Il y a des émulations qui sont faites. L'escrime, ça fait maintenant plusieurs années, plusieurs Olympiades que l'équipe de France surperforme, idem pour le judo. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même tout le travail qui a été fait pour essayer de corriger certaines imperfections qui avaient été repérées dans les précédentes Olympiades, notamment dans les épreuves de canoë-kayak, où la France, qui était une grande nation et qui avait disparu des podiums, aujourd'hui se retrouve avec de véritables champions. On a encore plusieurs qualifiés pour des finales qui se disputeront, je crois, dans les jours prochains. Oui,
canoë slalom sous les yeux de Tony Estanguet, le président lui-même qui a vu ces jeunes prodiges. Il y a des photos d'ailleurs où on voit les champions aujourd'hui avec leurs idoles qui aujourd'hui sont les cadres de l'organisation de ces Jeux Olympiques. Mais c'est vrai qu'il y a en France une vraie culture du sport en fait, Oui. qui tient à ces associations, à ces clubs dans les villages qui permettent l'avènement de grands champions. Oui, puis il y a une vraie culture du sport amateur. Il y a, vous le disiez, un maillage territorial, et ça c'est quand même assez formidable. Parmi les associations classiques, les associations de 1901, les premières associations en France sont les associations sportives. Donc la France est une nation sportive, d'ailleurs dans beaucoup de disciplines, avec une adaptation à sa géographie, des disciplines de montagne, des disciplines d'eau. On a la chance, en plus, de par notre géographie fabuleuse en France, d'avoir un peu tous les spots différents, que ce soit alpin, l'océan, etc. Donc ça, c'est fluvial et autres. Et effectivement, je pense qu'il y a un prolongement. On peut pas imaginer qu'une grande nation soit aussi exceptionnelle que la France au plan du sport professionnel sans que derrière il y ait ce maillage dont on parle là. Donc je pense que c'est ce prolongement-là qui est important et du coup qu'il faut aussi garder en tête et soutenir par des actions et que on a, et c'est bien légitime, souvent les yeux braqués sur les grandes compétitions sportives qui sont bien financées, sur les grands tournois, mais il faut aussi toujours garder à l'esprit les petits clubs et aussi le sport amateur qu'il faut soutenir pour des raisons bien sûr de santé publique, mais aussi, je dirais, le président de la République, et là je refais un peu de politique, mais nous avait parlé de décivilisation. Je crois que le sport est aussi un outil de recivilisation et que la pratique d'un sport avec ses valeurs, avec les valeurs de persévérance, d'humilité, de respect de l'adversaire, tout ça doit aussi nous guider et que ça a toute sa place à l'école, dans les clubs, dans nos villages, dans nos quartiers, et que ce continuum-là, il est très précieux. Et si les Jeux Olympiques peuvent servir aussi à quelque chose, c'est mettre en valeur certaines disciplines qui sont moins connues. On recevait ce matin sur CNews chez Elliott Deval à 9h, à 10h30, la championne de VTT. C'est un peu ça aussi, c'est d'essayer de voir toutes les disciplines, y compris des disciplines qui sont moins connues et qui révèlent aussi un certain nombre de talents. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de formidable en cette période. Le sport, c'est la lutte contre la décivilisation, c'est l'apprentissage des valeurs. C'est ça dont la France pourrait avoir besoin notamment ? En tout cas, ça y participe, je pense, parce que le sport et notamment les sports olympiques sont portés par des valeurs très très fortement ancrées. Reste à savoir si, et on le voit dans un certain nombre de sports qui sont aujourd'hui gangrénés par un certain nombre de faits de société, une islamisation rampante, notamment dans un certain nombre de clubs de boxe, et tout ça existe aussi. C'est-à-dire que ce même sport, si on n'y prend pas garde, si on n'est pas vigilant, il peut être aussi un vecteur d'accélération de la décivilisation. On a parlé des succès de ces Jeux Olympiques, parlons des doutes. Pour l'instant, nous n'avons toujours pas vu un seul athlète plonger un orteil dans la Seine. On verra, normalement, ça va devenir un duathlon. Ça doit se tenir demain matin si les prélèvements sont corrects, ne dépassent pas les seuils. Est-ce qu'on peut dire, après 1,4 milliard d'euros de travaux, tout ça pour ça ? En fait, ce qui est sidérant, et c'est probablement, ça a peut-être quelque chose à voir avec l'hubris d'un certain nombre de nos politiques, c'est qu'il n'y avait pas d'alternative. C'était ça ou rien. Bien sûr. Il aurait été quand même tout à fait réaliste et raisonnable d'envisager un plan B sur un autre plan d'eau. Non, il fallait absolument que ce soit la Seine, rien que la Seine, quitte à injecter des milliards pour son assainissement, pour rien, puisque tout dépendait d'aléas climatiques, de pluie, d'orages qui viennent finalement contrarier ce pari fou, audacieux, mais qui relève peut-être de l'hubris. Alors, les autorités nous parlent, au-delà de ces 3 jours de compétition prévus à partir de demain, si tout va bien, d'investissements à long terme pour les Parisiens qui pourraient bénéficier d'installations pour se baigner eux-mêmes. Vous y croyez ? Écoutez, qu'il y ait des dépenses pour des infrastructures de l'eau et qu'il y ait un bon réseau d'eau à Paris, c'est très important. Qu'il y ait un bon réseau d'eau, d'ailleurs pas qu'à Paris. Il faudrait peut-être aussi penser au Dom-Tom, peut-être penser à Mayotte, peut-être penser à certaines régions dans lesquelles les canalisations d'eau sont mal entretenues, penser aussi à la privatisation de l'eau. Enfin là, on pourrait faire le débat là-dessus. Moi, je suis assez favorable à la mise en régie de l'eau, autant que ça puisse être fait dans la plupart des communes de France. Mais en tout cas, ce 1,4 milliard, je suis sûr qu'on aurait pu lui trouver d'autres
d'autres postes plus intéressants. Et je trouve qu'il y a un peu, effectivement, quelque chose qui est de l'ordre, je ne veux pas être vexant vis-à-vis de Madame Hidalgo, mais de l'ordre un peu, et des collectivités territoriales, mais il y a quelque chose un peu de l'ordre aussi du caprice, de dire, mais nous, on veut pouvoir, qu'il y ait des plages, on veut pouvoir se baigner à Paris. Bah non, la Seine, c'est pas forcément fait pour se baigner. Il y a beaucoup de capitales dans le monde dans lesquelles il y a des fleuves où on peut pas se baigner. Si on veut se baigner, il y a des endroits où on se baigne. On va pas faire une piste de ski à Paris parce que on va dire, ah oui, c'est très important qu'il y ait aussi, vous voyez, je trouve tout ça un peu idiot, un peu dommage, mais bon, après, si ça peut arriver, moi je serais quand même content, notamment pour les athlètes, parce que les pauvres, ils se sont préparés à cette épreuve de triathlon, donc gageons quand même que la météo leur sera clémente et qu'ils pourront se baigner. Alors on verra si le déluge tombe ce soir. On prévoit quand même 2 semaines d'intempéries qui devraient tomber en quelques heures sur la capitale, avec l'alerte orange qui est sonnée. D'un mot pour terminer sur les critiques contre la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On a eu des personnages éminent, je ne sais pas, en tout cas important, puisque Recep Tayyip Erdogan en Turquie et Donald Trump aux États-Unis ont tous deux émis de sérieuses réticences vis-à-vis de la cérémonie des Jeux Olympiques. C'est une façon de diviser le monde en plusieurs axes aussi, de voir Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan sonner sur son cloche contre une partie de la France qui a apprécié ce spectacle-là. Mais ça souligne surtout que la volonté des organisateurs est passée, ils sont passés à côté de leur sujet. C'est-à-dire que certes, il y a eu des tableaux extraordinaires lors de cette cérémonie d'ouverture, mais de manière très volontaire, et c'était assumé par ceux qui ont tenu la plume, et je pense notamment à Patrick Boucheron. Ils ont choqué un certain nombre de Français, catholiques ou non, mais ils ont surtout choqué à l'étranger. Et dans le cadre d'une trêve olympique telle que l'olympisme le propose, c'est vrai que c'est quand même assez délicat. Ils ont surchargé d'idéologie un spectacle qui, au final, aura déplu à une grande partie du monde, dessinant, et oui, il est vrai, une géopolitique assez intéressante à analyser. Ça, c'est sûr. Non, mais là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la géopolitique que ça révèle, en fait, elle existait évidemment avant cette cérémonie. Moi, je prends le pari qu'elle existera encore pendant quelques siècles. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les organisateurs de cette cérémonie, peut-être par candeur d'ailleurs, accordons-leur peut-être ça, ou par naïveté, n'ont pas compris qu'ils avaient fait une cérémonie qui était ethnocentrée ou franco-centrée. Et que la portée de ce qu'ils proposaient pouvait éventuellement ne pas plaire au monde entier, qu'il y avait peut-être des dizaines de pays dans lesquels, voire plus d'ailleurs, dans lesquels la vue de drag queen à 1 heure de grande écoute pouvait choquer. Alors nous en France, et moi je pense que c'est heureux d'ailleurs qu'on ne soit pas choqué que des hommes se travestissent en femmes, bien sûr que non, mais par contre je pense que ils ont péché par excès de francocentrisme et qu'ils n'ont pas vu que la fin de l'histoire dont on nous parle, que cette mondialisation qui ferait qu'il n'y aurait plus de différence entre les civilisations, entre les peuples, entre les nations, c'était de la blague, et qu'il y a effectivement des peuples différents, des cultes différents, des nations différentes, que l'Occident n'est pas seul au monde, qu'il y a accessoirement d'autres pays, avec d'autres normes, avec d'autres valeurs, avec d'autres sociologies, et qu'il faut le respecter. Je dis pas qu'ils ont raison, moi je suis plutôt content qu'en France on ait l'art de la satire, qu'on ait le droit de caricaturer les religions, qu'on soit progressiste, moi ça me va plutôt bien, mais juste concevons peut-être que par-delà nos frontières ça peut être différent.